Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Francis, j'avais assez hâte de te parler parce que depuis hier, depuis la fin de semaine, j'ai comme vu ça en filigrane de mes activités où je me trouvais, que la bourse était comme en train de planter. Puis là, j'avais des gens inquiets autour de moi qui regardaient leur placement nerveusement. Qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, je soupçonnais que ton absence d'hier était peut-être liée à tout ça, Alex. Je me disais que tu étais peut-être en train de tirer les leviers de la bourse japonaise. Ben oui. Ce qui s'est passé... Exactement, là, tu sais, des grands leviers comme ça. Ce qui s'est passé, plusieurs choses, puis c'est quelque chose qui se construit un peu là, graduellement depuis plusieurs mois, évidemment. Je vais essayer de l'expliquer simplement, mais grosso modo, le Japon, on le sait depuis les années 90, est une économie qui va pas très bien. La croissance est famélique, malgré les taux, le taux directeur qui était à 0%. À une époque, il y avait même des taux négatifs au Japon. On te payait pour emprunter de l'argent. Et donc, depuis quelque temps, l'économie japonaise, pour un ensemble de raisons, a commencé à aller un petit peu mieux, si bien que la Banque du Japon a décidé d'augmenter le taux, mais rien du tout, là, un quart de point. Mais grosso modo, en parallèle, on le sait qu'aux États-Unis, la Fed a laissé pressentir que le taux directeur lui allait baisser. Et il y a pas mal de gens qu'on pourrait dire qui font ce qu'on appelle de l'arbitrage, qui allaient emprunter de l'argent à petit taux au Japon et qui l'investissaient ailleurs, dont notamment aux États-Unis, au gros taux. Et évidemment, avec l'anticipation que ces deux taux-là bougent dans des directions opposées actuellement, il y a eu comme une espèce de panique. Et donc, vendredi dernier, le Nikkei 225, là, qui est comme l'équivalent du S&P 500 ou du CAC 40 au Japon, donc c'est un indice, a chuté de 6% vendredi et de 12% hier, là, donc 18% en deux séances. On peut presque parler d'effondrement boursier là, sur deux séances. Évidemment, le Japon, c'est une des grandes économies mondiales, là, donc ça a fait paniquer un peu tout le monde. Donc là, hier, là, j'en ai parlé pas mal. Le S&P, le Dow, à Paris, le CAC, à Francfort, toutes les bourses mondiales étaient en baisse là, de manière importante de 2, 3, 3,5%. Donc c'était vraiment une journée noire là, sur les marchés. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans les faits, l'économie japonaise va bien. Donc, c'est comme je l'expliquais, c'est un mouvement de panique. Ouais, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, on semble reprendre nos esprits. Donc là, l'indice Nikkei 225 a repris 10% aujourd'hui. Donc, pratiquement annulé là, la quasi-totalité des pertes d'hier. On reste à moins 7% par rapport à jeudi dernier. Mais ça reste qu'on est revenu là, de cette espèce de fossé qui s'était creusé en deux séances. À Paris, ailleurs, là, pour l'instant, on semble se diriger vers une journée assez moyenne sur les marchés. Donc, le pire est peut-être derrière nous. Mais ça reste qu'il y a beaucoup d'incertitudes là, actuellement avec justement les politiques monétaires. Est-ce que les États-Unis sont en récession? Tout ça. Puis, comme tu le sais, c'est le triste sort des économistes. On a toujours les données 1 ou 2 ou 3 mois après les faits. Donc, si l'économie américaine est en récession aujourd'hui, je vais juste pouvoir te le dire probablement à la mi-septembre. Donc, c'est toujours le défi de prendre des décisions de politique monétaire, de politique budgétaire, d'investissement en regardant un peu dans le miroir arrière, là, en conduisant la voiture. Donc, c'est un des défis. Mais écoute, pour l'instant, les choses semblent s'être replacées au Japon et on peut espérer que la journée soit pas trop mauvaise sur les marchés nord-américains non plus. Une entreprise, elle, qui a une journée mauvaise, par contre, puis peut-être une mauvaise semaine aussi qui s'en vient, c'est Google, hein, de sa maison mère Alphabet, parce qu'il y a un jugement historique qui a été passé, là, ni plus ni moins historique en termes de concurrence. On s'est rendu compte que non seulement Google ont un monopole, ça c'est pas une grande surprise, mais qui dépensent du gros cash, Francis, pour le maintenir. Oui, effectivement. Puis l'un n'est pas, les deux sujets sont liés, c'est-à-dire que le fait qu'il dépense ces sommes-là a fait partie là, des considérations du juge dans le dossier. Donc, grosso modo, on rappelle les faits, là, et ça ressemble drôlement beaucoup à la condamnation de Microsoft en 2001. Là, je sais pas quel âge tu avais, Alexandre, mais pas vieux. En 2001, devoir de mémoire, en 2001, Microsoft avait été condamné
condamné en lien là, avec la loi antitrust américaine parce qu'essentiellement, il faisait installer Microsoft Explorer, qui était le navigateur vraiment par défaut de l'époque, sur les ordinateurs neufs vendus. Là, on parle à l'époque de des Dell, de des HP. Là. C'était une autre époque, mais grosso modo, il avait été reconnu coupable. Aujourd'hui, évidemment, pour naviguer sur le web, le monde a quand même pas mal changé. On utilise de plus en plus nos mobiles. Et donc, là où le bas blesse, c'est que Google aurait payé quelque chose comme 26 milliards de dollars dans la seule dernière année pour acheter auprès de Apple, de Samsung, de d'autres manufacturiers, le droit d'être le seul navigateur installé sur ces téléphones-là. Et là, donc Google a fait valoir, oui, mais c'est parce que notre navigateur est le meilleur, mais ce que le juge a déclaré, c'est qu'en fait, il est le meilleur parce qu'il a le monopole et le renforcement de la situation monopolistique fait en sorte que c'est absolument très difficile pour d'autres joueurs d'arriver. Dépendant de ton niveau de sophistication technologique, Alexandre, souvent, le navigateur qui est installé, c'est celui que tu vas utiliser. Là. C'est assez rare. Je pense que les gens vont comme aller chercher d'autres navigateurs. Ça arrive, là, c'est mon cas, par exemple, mais c'est pas nécessairement la norme. Et donc, là, ça a évidemment plusieurs implications. C'était une des causes là, qui était devant le tribunal en ce qui concerne les géants du web, mais il y a d'autres causes là, qui vont éventuellement viser Apple, Amazon. Et donc là, c'est comme un premier gain là, pour le procureur général. Donc, ça va être quand même intéressant à suivre là, s'il y a d'autres décisions qui sont prises dans le même ordre. Pour l'instant, là, on connaît pas la sentence, puis évidemment, Google a dit qu'elle allait faire appel de la décision, tu peux bien l'imaginer. Mais ça semblait être un jugement assez fort, là, sans être moi-même juriste. Là. Et donc, ça envoie un signal très clair à ces grands joueurs-là que peut-être la récréation est terminée. Ouais, puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi, des entreprises du même genre qui vont être ciblées là, par les tribunaux américains. Là. Quand le département de la justice décide de s'en mêler, est-ce qu'il pourrait commencer à regarder les pratiques comme ça non concurrentielles de Apple, de Amazon? Oui, ben c'est ce que je te dis. Il y a déjà des dossiers qui sont devant les tribunaux pour Apple, pour Amazon et d'autres de ces joueurs-là. C'était un peu le premier domino là, qui est tombé là, hier là, par ce jugement-là. Ça crée pas nécessairement un précédent parce que ce sont toutes des situations très différentes. Dans le cas d'Amazon, on les accuse notamment de pénaliser les acteurs qui cherchent à offrir des tarifs plus concurrentiels sur d'autres boutiques que celles d'Amazon. Donc, tu sais, c'est pas le même registre là, que l'histoire des navigateurs, mais encore une fois, ça donne quand même je sais pas comment dire, un certain sentiment là, de l'ère du temps puis de l'interprétation judiciaire de ces dossiers-là. Donc, ça sera à voir là, si les autres grands quasi-monopoles réussissent à tirer leur épingle du jeu ou non. Mais encore une fois, une décision choc, puis je pense encore une fois qu'il va avoir beaucoup de conséquences là, au cours des prochains mois. Oui, absolument. Ça va être intéressant à suivre. Là, tantôt, je parlais avec Philippe Gendreau, là, plutôt à l'épisode, qui est l'auteur du livre GAFAM, le monstre à 5 têtes. Ouais. Puis c'est à peu près ça qu'il me disait. Il disait, regardez, les grandes compagnies, quand elles deviennent trop grosses, le département de la justice finit par leur tomber dessus. C'était la même affaire avec les grandes compagnies de chemin de fer. Ça a été la même chose dans l'histoire avec les cigarettiers, par exemple, les compagnies de tabac. Et ils ont eu un monopole longtemps, puis après ça, ils se sont fait tomber sa tomate pour leur pratique. Là, c'est peut-être le tour des géants du web, comme tu le dis. C'est vraiment, vraiment dans l'air du temps. Exact. Puis juste une petite information, le prix de l'action de Google a perdu quand même 5% là, en séance hier. Bon, c'est un petit 5%, c'est à peine 100 milliards de dollars de valeur là, qui a été effacé. À peine. À peine 100 milliards. À peine 100 milliards. Vous avez entendu ici à Cube, à peine 100 milliards. Ouais. C'est de l'argent de poche, comme on dit. Après la virgule, Alex. Après la virgule. Hey, en terminant, une mauvaise nouvelle, plus tristement, là, Francis, dans le milieu des microbrasseries, là, ça s'est développé dans les dernières années. Là, malheureusement, il y en a qui commencent à tomber. Oui, effectivement, c'est une microbrasserie montréalaise, le Champ Libre, là, qui a annoncé avoir déposé le bilan. Deux choses. La première, les ventes ont baissé. Je pense que la situation macroéconomique est peut-être difficile pour les ménages. Les gens ont un petit peu plus de difficulté à boucler leur fin de mois là, en raison de l'inflation et tout ça. Je pense pas, j'ai pas compris là, que les produits de Champ Libre eux-mêmes avaient augmenté de prix
très significativement, mais c'est certain que quand tu as un peu moins d'argent disponible, quand l'épicerie, le logement, tout coûte plus cher, la microbrasserie, qui est perçue peut-être comme un produit un peu de luxe, peut-être fait partie des premiers sacrifices, dans le fond. Là, on se tourne peut-être davantage vers des bières commerciales. Donc, ils ont connu une baisse de 40% quand même de leur vente là, au cours de la dernière année. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui réussissent à naviguer là, des baisses comme celle-là. Et s'ajoute à ça, Alex, on en avait parlé ensemble, je pense, le groupe Triani, là, qui est une drôle de bébite, là, pilotée par deux entrepreneurs un peu particuliers là, qui sont constamment devant les tribunaux, poursuivis un peu à gauche, à droite par tout le monde. Ils se sont eux-mêmes là, protégés de leurs créanciers et ils devaient plus de 100 000 là, à champ libre, ce qui, pour une petite entreprise, là, est énormément d'argent. À 100 milliards, 100 000, tu vois, on est pas dans les mêmes ordres de grandeur ce matin, mais bref, ça a été un peu le clou dans le cercueil. Et donc, là, l'entreprise a annoncé fermer là, son site et cesser ses activités, malheureusement. Francis Gosselin, un gros merci. À demain.